Je suis Magali, autrice d'images et de mots. En plus de ces vidéos, je partage une lettre créative à laquelle tu peux t'inscrire. Toute ma vie, j'ai traîné derrière moi cette casserole, ce poisson rouge dans mon dos, attention, hypersensible. Dans cette vidéo, je te partage mon vécu, mes difficultés, mes apprentissages et les choses qui vont vraiment changer ma vie. Que tu sois hypersensible ou pas, je pense que ça peut t'apporter des petits trucs. Mais tout d'abord, mon histoire. Je suis hypersensible. ISO 400, 1600, 6400. J'imprime ce que je ressens en basse lumière. À cette sensibilité, le bruit est très présent. Petite, j'étais d'apparence plus fragile. Hyper émotive, hyper attentive, hyper sensible, hyper. Mon calme cachait mon bouillonnement intérieur. Sous l'écorce, le magma, la fusion. Dans ce monde, mes émotions étaient mes ennemis. Enfant, la tristesse m'embarquait dans des flots torrentiels. Ado, j'étais débordée par la colère. Adulte, j'ai souvent vécu des craquages que rien ne pouvait contenir. Mes émotions, j'arrivais pas à les contrôler. Comme s'il y avait un démon en moi sorti d'une faille, d'un autre monde que j'arrivais désespérément pas à combler. Je pensais que j'étais pas normale. J'avais honte d'être comme j'étais. Je culpabilisais de ces débordements, de ce côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Je voyais que les autres arrivaient à se dominer, à verrouiller tout en eux et je me disais que c'était ça la réponse. Être comme eux. D'un côté, il y avait ce qu'on me disait. Depuis toujours, j'ai glané les remarques culpabilisantes sur l'expression de mes émotions. On me disait t'es trop fragile, faut que t'apprennes à t'endurcir. On me faisait comprendre plus ou moins subtilement tu n'as jamais souffert, tu pleures pour un rien, au revoir, tu utilises une tactique de manipulation. D'un autre côté, je me disais c'est vrai ça, pourquoi j'y arrive pas? Le problème c'est moi. Peut-être qu'il y a un truc foiré en moi, un raté, une tare, un problème. J'étais encombrée par cette fragilité, j'avais pas confiance en moi, j'avais tout le temps plein de doutes, je me posais tout le temps plein de questions, j'étais tout le temps dans la remise en question. J'allais fouiller dans mon inconscient, chercher ce qui allait pas, j'étais très tournée dans l'introspection pour comprendre ce qui se jouait. Je pouvais me rejouer dans ma tête 40 000 fois la même scène en me disant qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi j'ai pas réussi à réagir comme ça, à dire ça, qu'est-ce que j'aurais dû dire, comment, voilà. Et j'étais dans la suranalyse. Mais j'avais pas de début de réponse de pourquoi. J'avais des hypothèses, je me disais peut-être que c'est parce que je suis une femme, peut-être que c'est ma personnalité, mon tempérament, peut-être que c'est mon histoire, l'histoire des personnes avant moi, mon vécu, ce que j'ai eu dans mon berceau. Et je me disais, rien ne semble pouvoir me réparer, je suis cassée. Mais on me donnait une solution prête à l'emploi pour contrer tout ça, pour me changer. Épaissir ma corne, l'endurcir. Et comme j'aime mettre du cœur à l'ouvrage, c'est pas une petite carapace de tortue que j'ai construite, c'est un château fort. J'ai mis de la distance entre les autres et moi, des douves. À l'entrée, j'ai mis une herse pas très incitative avec une sélection drastique. Je ne cherchais à nouer que des relations exclusives avec de fortes complicités. Mon lot de consolation, il était dans la salle au trésor, où je me carapassonnais sur ce trésor que je croyais avoir. Le beau rôle, le privilège que je me donnais, c'est que j'étais toujours le bon samaritain, la confidente, le fidèle lieutenant, l'acolyte sur laquelle tu peux compter. Je me sentais fragile, et je me disais que j'étais solide pour les autres. Du côté de l'école ou au travail, ma sensibilité, j'arrivais à la transformer en quelque chose de positif, parce que j'étais très axée sur l'expression écrite, et ça c'était récompensé, c'était encouragé. J'avais mon système de défense sur lequel j'avais planté mon étendard, mon oriflamme. J'avais ma charte sur laquelle j'avais apposé mon seau à la cire. J'avais mon statu quo, ma façon de fonctionner. Sauf que le niveau de confort dans mon château fort, il était quand même assez pourri. Je collectais souvent des commentaires sur Magali t'es trop ci, Magali t'es trop ça, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, et j'avais souvent l'impression de pas réussir à me mettre au diapason avec les autres. J'avais des idées, des envies, j'avais envie de sortir tout ça, mais j'avais l'impression de rencontrer de l'incompréhension quand j'essayais de communiquer. C'était la confusion en moi, c'était les confusions avec les autres, et parfois on me faisait sentir que je posais trop de questions, que ça dérangeait. J'ai compris que cette sensibilité, en fait, finalement, elle pouvait pas vraiment m'être utile dans ce monde, que parfois, quand dans la salle des fêtes, ça pouvait être sympa, mais voilà, c'était plutôt à mettre de côté. Parce que c'était pas facile à vivre, je me suis dit, je vais essayer de ressembler aux autres. D'essayer encore plus, encore mieux. Sauvons les apparences, optons pour une décoration plus tendance, arrêtons de penser.
J'ai mis ma vie sur les rails, j'ai opté pour le récit d'une vie réussie et j'ai mis mes costumes pour aller travailler. Pour résoudre ma quête de sens, j'ai opté pour une stratégie du vide. Il est 13h15, là je suis comme une espèce de débile devant ma ferme. Voilà, c'est passionnant comme vidéo surtout. J'essayais de me vider la tête à tout prix, d'arrêter de sentir. J'allais à fond les ballons, je buvais beaucoup trop, je dormais pas assez, heureusement je faisais du sport. J'ai essayé d'oublier qui j'étais, d'essayer de faire ce que tout le monde fait, de reproduire ce que je voyais. Comme tu peux t'en douter, ça sonnait un petit peu comme un mauvais synopsis de série B. Peu à peu, le château, il a commencé à craquer. Je donnais beaucoup d'énergie à l'entretenir, ce château. Mais le mode de vie à l'intérieur était assez coûteux, assez dispendieux, pas vraiment en phase avec mes moyens. Il y avait beaucoup d'inondations, dès qu'il y avait un orage extérieur, il y avait des fuites. Et moi, pendant ce temps-là, j'épongeais. Mes émotions, les émotions des autres, mes pensées, je savais pas quoi en faire. Donc j'absorbais, jusqu'à ce que je puisse plus. J'étais dans le trop-plein, dans la goutte d'eau qui fait déborder le vase en permanence. J'ai commencé à connaître des épisodes de fatigue intellectuelle et émotionnelle de plus en plus fréquents. J'avais l'impression d'être de moins en moins efficiente, de moins en moins pouvoir tenir mes efforts dans la durée. Au travail, il m'arrivait fréquemment de vraiment craquer. Et dans ma vie personnelle, j'avais plus d'espace pour les autres, j'arrivais plus à aider, j'arrivais plus à ouvrir mon cœur, j'arrivais même plus à être le bon samaritain que je pensais être. Ce que je continue à me dire, c'est que c'était moi le problème. C'était ma fragilité qui se retournait contre moi. Disons-le, j'étais vraiment pas heureuse comme ça. J'étais dans la détresse, dans la surcharge. Et parfois ça craquait, je commençais à vouloir tout remettre en question et j'essayais de tout refermer, en fait, de refermer le couvercle et j'ai l'impression qu'il y avait un zébulon qui voulait tout le temps sortir. J'avais l'impression que je pouvais pas me faire confiance à moi-même. J'avais cette sensation de pouvoir me claquer entre les doigts d'un moment à l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'une bombe a explosé dans ma vie. J'ai été propulsée dans une autre dimension. Ma réalité a été pulvérisée, j'ai été catapultée dans le cachot, sous les décombres. Je traversais une phase d'immense fragilité. Tout ce qu'il y avait de plus palpable à ce moment-là, c'était ça. L'intensité, la profondeur de mes émotions, la complexité des pensées auxquelles je faisais face. Et même si j'étais entourée à ce moment-là, j'avais vraiment ce sentiment de solitude poisseux qui me collait à la peau et je savais pas comment j'allais m'en débarrasser. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée à recevoir un faisceau d'injonctions, de remarques, de commentaires, de dénigrements. Tu dois passer à autre chose. Tu ne dois pas réagir comme ça. Tu penses trop à toi. Tout est trop compliqué avec toi. C'est pas une et même personne qui m'a dit ça, c'est plein de personnes isolées qui se sont mises en harmonie avec les autres. J'étais pas consciente de ce qui se passait. Aujourd'hui, je raconte l'histoire, je suis a posteriori, j'ai eu le temps d'analyser, de comprendre ce qui s'est passé. Je comprenais pas tout ça. Je comprenais pas. J'ai essayé de continuer à fonctionner, mais j'avais plus l'impression d'être moi. Dans toute cette phase, j'ai perdu beaucoup de choses. Et le monde avançait, tout le monde continuait d'avancer, et moi je m'enlisais. J'avais l'impression d'être une tête de mule coincée sur un sentier et que plus rien ne pouvait me bouger. Peut-être que ça aurait été plus facile que je continue ma vie en sifflant, mais j'y arrivais pas, j'y arrivais plus, et je pouvais pas faire semblant en fait. J'ai essayé quand même de faire semblant, je pense que j'ai quand même essayé. Mais ça marchait pas. Ça marchait pas, il y avait vraiment... Voilà, ça marchait pas. Quand on me disait tout est très difficile avec toi, il faut savoir que oui, tout était très difficile avec moi. Avec moi et moi-même, c'était très difficile au quotidien. Même faire des choses assez simples était devenu très difficile. Et je suis pas en train de vouloir me plaindre, je suis pas en train de vouloir faire de la romantisation de la souffrance, je suis pas en train de devoir culpabiliser d'autres personnes, enfin voilà, je suis pas dans tout ça. J'ai juste envie de mettre les mots sur ce genre de moments. De moments difficiles que chacune, on peut traverser dans notre vie. Des moments qui sont hyper codifiés, parfois encore hyper tabous. Et c'est bien qu'il y ait des rites
Par exemple, tu vis un deuil, c'est bien qu'il y ait des rites, mais un événement, on va le vivre de différentes façons. Et on ne peut pas t'imposer une manière de le vivre, de le traverser, d'en sortir, de cicatriser les choses. On est tous égaux face à ce genre de moment, mais on a des moyens différents de s'en sortir, de vivre le truc, parce qu'aussi, parfois, on a un passé différent, parce qu'on a peut-être une personnalité, un tempérament différent. Et c'est pas aux autres de rationaliser ce que tu ressens, ce que tu vis. C'est pas à eux de te dicter comment tu dois vivre les choses, comment tu dois avancer. Tout ça, je l'ai vécu avec un sentiment de dévalorisation très fort. Parce que... déjà, j'avais ma souffrance, en fait, qui était là. Et puis à côté, j'avais la périphérie, où j'essayais de continuer ma vie, et d'avoir eu ce miroir face à moi de « tu es trop sensible, tu es hyper fragile », et ça m'a pas aidée. J'ai essayé de comprendre ce qui marchait pas. Pourquoi ? Je me suis demandé, les choses prennent-elles plus de temps parce que l'impact est fort ? Parce que je suis faible ? Ou parce que je ne cherche pas à sauver les apparences ? Parce que je ne veux pas me raconter d'histoire tant que je ne suis pas sûre que j'y crois vraiment ? Parce que ça me dérange pas de montrer mes failles, mes fragilités ? Pour la première fois dans ma vie, j'ai accepté que je ne pouvais pas faire autrement que d'être cassée. Et que c'était pas ça le problème, être cassée. Le problème, c'était les scénarios qu'on jetait sur ça. Ces dialogues qui nous enferment plus qu'ils nous libèrent. Le problème, c'est de jouer la comédie, de vouloir maintenir les apparences à tout prix, de redoubler d'efforts de normalisation qui sont plus destructeurs que réparateurs. J'avais voulu copier-coller un mode de fonctionnement dominant, et ça marchait pas sur moi. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça marche pas pour une majorité de personnes, et que seule une minorité peut-être s'en rend compte. Mais en tout cas, ça marche pas pour moi. Toute cette période, elle a été longue, stressante, fatigante, chaotique. Je savais plus qui j'étais ni où j'allais. Et je savais pas que ça faisait partie du processus. Il y a peu, j'ai découvert le travail de William Bridges qui explique que quand tu engages une transition de vie, tout commence par une fin. Une fin, un truc qui marque une rupture dans ta vie. Et ensuite, t'engages ce travail de recyclage, de réorientation, de réalignage. Et toute cette phase-là, il appelle ça la zone neutre. Finalement, on pourrait dire que toute la vie est une zone neutre, mais bon. J'aime bien cette image. Être perdu, c'est chercher son chemin. Déconstruire, c'est aussi construire. C'est le début de quelque chose d'autre, même si on sait pas quoi. J'ai dit adieu au château fort lugubre, et j'ai essayé de commencer à construire ma petite hutte, avec les débris que j'ai choisis. J'ai commencé à essayer de vouloir sortir les choses. C'est l'expression, tu sors les trucs. Mes déchets, des décombres, là, j'ai commencé à les sortir. J'ai commencé cette chaîne. J'ai utilisé mes émotions pour créer le mouvement, pour créer une dynamique que j'infuse dans mes vidéos. Et tout ça, c'était pas calculé. Je me suis pas dit « Ah j'ai une sensibilité et du coup, voilà, j'ai trouvé une solution, je vais faire ça. » J'ai mis du temps à tilter, en fait, que je faisais ça pour ça. J'ai commencé à voir apparaître dans mes commentaires des petits mots « Merci pour ta sensibilité, merci pour ta poésie. » Et je me suis dit « Ah tiens, c'est marrant, ça y est, cette sensibilité, je lui ai trouvé une utilité. » J'arrive à faire quelque chose d'elle, à la partager aux autres, à construire quelque chose avec. Oui, j'ai envie de me poser des questions, j'ai envie d'être dans le mouvement, j'ai envie d'exprimer mes émotions et si j'arrête tout ça, je m'éteins. J'ai réactivé ma quête de sens et je veux aller vers plus de compréhension, continuer à gratter les clichés. Je peux être utile que si je reconnais là où j'ai eu tort, là où je me suis trompée, que si je comprends pourquoi je me suis perdue, comment j'ai retrouvé mon chemin et voilà. On n'a jamais totalement rien compris de la vie et je comprendrai jamais totalement tout de la vie, mais je peux être utile que si je partage ce que je comprends. Le peu de choses que je comprends. Parce que je prolonge mon apprentissage sur l'expression de soi, sur la gestion des émotions, j'ai voulu faire cette vidéo. Je suis tombée dans une mare d'informations sur l'hypersensibilité. De vidéos, de livres, de sites, de théories scientifiques. Et ça m'a sauté au visage, comme de l'huile trop chaude. Je suis hypersensible. Et je partage ce point commun avec d'autres personnes. C'est mon fonctionnement, c'est comme ça. Et comme ça sert à rien de dire à quelqu'un de déprimé, allez fais un petit effort, ou à quelqu'un qui peut pas marcher, allez, lève-toi. Ça sert à rien de me dire faut que tu réagisses ou que tu penses autrement. On a toujours essayé de me mettre d'un côté de la vie, de me mettre dans une forme de norme et de me dire il faut que tu sois de ce côté-là de la vie. Je me regardais comme les autres
me regardait. Et je sais pas de quel côté de la ligne tu te situes, mais essayons de basculer le regard. Moi, ce que je voyais de mon côté, c'est que pendant que on jetait une pierre et qu'il y avait des remous à la surface et que des tourbillons et qu'il y avait une réaction, chez les autres, je voyais rien. Rien qui bougeait à la surface. Juste parfois un petit blurp comme ça. Et j'ai essayé, moi, en fait, de me forcer à voir ça, le fait qu'il n'y ait rien à la surface. Quand je viens à Paris, j'ai eu plein d'exemples de situations, notamment dans le métro, les histoires sordides du métro, où il se passait des trucs en fait, des trucs qui devraient faire réagir, qui auraient dû faire réagir. Et personne ne réagissait. Flippant. Et je sais qu'il y a plein d'explications possibles autres que la gestion des émotions des gens, mais flippant. Il y a une part de moi qui se dit comment est-ce qu'on peut être lessivé, gelvélisé de l'intérieur pour ne plus réagir. Et est-ce que c'est pas ça qui fait qu'on a du mal à trouver la saveur de nos vies? Est-ce que c'est pas lié? On a un apprentissage très précoce pour tuer les émotions, les pensées et les enfouir. On a cet héritage de il faut lutter, contrer nos penchants mauvais, nos déviances et tout ça, et être bien lisse, poli, obéir, être discipliné. Mais les mots et les émotions comptent, ont un pouvoir. Et si tu t'en saisis pas, ça veut dire que tu le donnes à quelqu'un d'autre. Chez les hypersensibles, l'information sensorielle serait transmise et traitée de manière différente dans le cerveau. C'est la théorie d'Hélène Aron qui domine aujourd'hui. 10 à 35% de personnes seraient hypersensibles et la majeure partie d'entre elles auraient des vécus difficiles. Certains récits de vulgarisation de cette théorie présentent l'hypersensibilité comme un super pouvoir. Un pouvoir qui, une fois que tu l'aurais dominé, t'ouvrirait à d'immenses possibilités. Rien que ça. Quand j'ai lu tous ces trucs sur l'hypersensibilité, je me suis dit waouh, j'ai trouvé une explication, je suis déculpabilisée. Et après, j'ai eu un second effet Kill School et je me suis dit, mais c'est écrasant en fait. C'est écrasant de me dire ça. Je suis pas prête à me dire, c'est un super pouvoir, c'est génial, parce que le vivre ou l'expliquer comme un super pouvoir, bah, en fait, c'est encore se comparer aux autres. Et essayer de trouver sa différence et de prouver sa valeur par rapport aux autres. Et je veux pas d'un lot de consolation. Pour moi, c'est comme de prendre des vitamines quand t'as une carence, alors qu'il faudrait que tu revoies complètement ton alimentation, les informations sur l'alimentation que t'as eues toute ta vie. Et je veux pas d'une histoire préfabriquée, prête à penser. Je veux pas rentrer dans la fatalité, le déterminisme, la catégorisation de j'ai tel tempérament, telle personnalité, je fonctionne comme ça, et donc voilà, ta vie toute tracée. Je suis sûre que dans tout ce que je t'ai raconté, il y a des choses sur lesquelles tu vas avoir des échos. Tu vas te dire, là, ah oui, là, ça me fait penser à telle histoire, ça me fait penser à telle chose que j'ai vécue. Que tu sois sensible ou pas, je pense qu'on a tous ce genre de moments dans nos vies où on se sent incompris. Et je crois que c'est hyper important de pas veiller à s'enfermer dans cette malédiction, dans ce malheur, dans ce donjon, et de fermer la porte. Et puis de pouvoir savoir en sortir. Je pense qu'il faut au contraire continuer à s'ouvrir aux autres, trouver les moyens de s'ouvrir aux autres. Il faut surtout pas s'isoler et ne plus communiquer. Il y a des différences qui se voient, il y a des différences qui se voient pas, la discrimination elle reste là, et en fait ce qu'il faut vraiment interroger, le truc essentiel à interroger pour moi, c'est les phénomènes d'homogénéisation de la société, les phénomènes de normalisation, on essaie de te faire entrer dans la norme à tout prix, de te montrer ta différence, de te faire culpabiliser pour ta différence et d'essayer de la tuer, cette différence. La science, elle nous donnera peut-être le moyen de comprendre encore plus de choses dans le futur sur nos personnalités, nos différences dans l'apprentissage, nos différences de fonctionnement. Mais ce que je crois, c'est qu'il y a un véhicule qui est très important et qui est immédiatement disponible là, maintenant, si on décide de l'utiliser, c'est la tolérance. Au travers de mon vécu, je me rends compte en fait que ce qui a été le plus important pour moi, c'est de réussir à fonctionner avec les autres et de réussir à fonctionner avec moi-même. Il y a une seule règle d'or qui est universelle, applicable à tout le monde, quel que soit notre profil, c'est la règle du respect. Est-ce que tu dis aux autres ce que tu aimerais qu'on fasse ou qu'on te dise? Bien sûr, c'est un petit peu plus compliqué de répondre à tout ça parce que parfois on fait aux autres des choses qu'on nous a fait à nous-mêmes,
qu'on reproduit sans questionner, des choses qui peut-être nous ont quand même fait mal, mais soit on a su enterrer notre vraie émotion face à ces choses-là, soit on essaie de se dire, bah voilà, c'était une injustice, c'est injuste, et du coup, pourquoi est-ce que je ferais différemment avec les autres? Je crois qu'il y a un enjeu de questionner les normes, de questionner les tabous. Parce que finalement, tous ces trucs-là, c'est pas une pierre d'un château séculaire que tu peux pas bouger. C'est un truc qui tient debout parce que nous, les humains et les humaines, on décide de le faire tenir debout. Pour vivre bien, pour vivre dans la sérénité, pour essayer de diffuser la paix, même si c'est pas facile, même si c'est un effort à avoir, à renouveler, même si c'est pas évident, même si on fait encore des erreurs, même s'il y a des trucs qu'on dit ou qu'on fait et qu'on n'aurait pas voulu dire ou pas faire et qu'on comprend que après. Pour vivre bien, j'ai décidé de ne plus être dans mon château fort, de continuer à construire cette petite hutte, d'essayer de trouver des gens autour de moi qui veulent aller dans leur petite hutte à eux et qu'on fasse un village de huttes. De toujours renouveler cet effort pour vivre ensemble, tolérer les autres dans leurs différences. Réussir à fonctionner ensemble. Parce qu'on est tous et toutes reliés les unes et les uns aux autres. Il y a plein de choses que j'ai apprises au fur et à mesure pour fonctionner avec moi-même et que je voudrais te livrer. Premièrement, il ne faut pas changer tes émotions. Pour gérer mes émotions, ça m'a beaucoup aidé de comprendre à quoi elles servent. Je me dis même que c'est des trucs qu'on devrait apprendre en cours de bio à l'école. Aujourd'hui, quand une émotion se présente au portillon, je la nomme. Je dis « Hey, coucou toi, la peur ou la colère !» Bienvenue. Et j'essaie de la faire passer comme ça et de la faire sortir. Elle prend l'apéro rapidement avec moi et hop, salut l'émotion. Elle vogue à d'autres occupations. Deuxièmement, les émotions des autres ne sont pas mes émotions. Et ce que j'essaie maintenant, c'est de rester, non pas de marbre, mais écouter l'émotion de l'autre en me répétant « son émotion n'est pas mon émotion ». Ça m'aide à rester calme face aux émotions des autres. Ça ne marche pas toujours, hein. Ça marche pas toujours bien, mais en tout cas, j'essaie d'identifier aussi les émotions des autres en me disant c'est son émotion à lui ou à elle, et je l'embarque pas chez moi, je l'absorbe pas. Et c'est pas une question d'être insensible aux émotions des autres, c'est une question justement de pouvoir être plus disponible, d'être plus à l'écoute, mais sans perdre de son énergie en fait. Parce que ce qui se passait, c'est que face à une émotion négative de quelqu'un d'autre, en fait, je vivais un stress. Et parfois, ma réponse, ça pouvait être la fuite, parfois ça pouvait être le fait que moi aussi, ça me faisait tomber vers le bas. Troisièmement, régler mon rapport au temps, à mon énergie, à la vie, essayer de développer un regard critique par rapport à la société du toujours plus. Et ok, peut-être que je vais donner des échos à des trucs que tu entends déjà trop par ailleurs, mais moi vraiment ce qui m'a aidé, c'est de travailler mon ancrage, de travailler ma respiration, de faire du yoga, de prendre toujours plus de recul en fait, d'essayer de pas me laisser perdre dans le flot des choses, dans la précipitation. J'ai cette tendance, si tu me mets devant le JT de 20h par exemple, à revivre la scène du 5e élément où elle voit tous les malheurs du monde et ça, c'est trop, c'est too much. Donc j'essaie toujours de m'ancrer en fait, différemment, de prendre du recul. Et ça, tout ça, pour y arriver, ça m'a pris du temps. Ça n'a pas été instantané, ça n'a pas été un déclic. Au début, justement, je me disais, mais j'arrive pas à m'asseoir et puis à rien faire et c'est pas possible, je peux pas, j'ai besoin de bouger, je suis trop dynamique. Et petit à petit, au fil des années, ça m'a vraiment pris des années, j'ai réussi à comprendre ce que ça pouvait m'apporter d'essayer de décélérer, d'essayer de me poser, d'essayer de me recentrer sur mes priorités et mes valeurs. Je pense que ça m'a beaucoup aidé de m'extirper de ce tumulte et de me poser sur la berge et d'observer les choses. Quatrièmement, faire le deuil d'un monde idéal, sans accroc, parfait, tout lisse, parce que chercher à aller mieux, à mieux gérer ses émotions, ça peut te faire aller peut-être vers une quête du parfait, de l'idéal, du non problématique. J'avais cette tendance avant à culpabiliser par rapport à certaines émotions, notamment la colère, et du coup, quand je la vivais, ça partait en vrille, et je pourrais rester très longtemps dedans. J'arrivais pas à en sortir. Parce que je me disais, c'est pas normal, je devrais pas avoir cette émotion. Aujourd'hui, je me dis, c'est normal, c'est la vie. S'il y a des tumultes, s'il y a des problèmes,
Ça veut pas dire qu'on va rester dedans, ça veut pas dire que notre vie est à remettre en question totalement de fond en comble. C'est juste un process, c'est juste une évolution, c'est juste les cycles quotidiens, c'est juste les cycles des saisons, les cycles de la vie. Accepter que les choses ne marchent pas comme on l'a voulu, accepter que les gens ne fonctionnent pas comme nous. Et ça, vraiment, j'ai mis du temps aussi à comprendre que les gens n'avaient pas le même fonctionnement que le mien et que donc je ne pouvais pas partir du principe que telle situation, ils allaient l'analyser et la comprendre de la même façon que moi. Accepter les erreurs, les failles, les défaillances, les couacs. Et cinquièmement, être dans l'expression, dans la communication, dans l'écoute. Trouver ton moyen d'expulser, d'extérioriser les choses, je pense que ça aide énormément. Pour moi, il y a le journaling, il y a l'écriture, la création de ces vidéos, la rédaction des lettres créatives. Tout ça, ça fait partie de tout un système qui m'aide aussi à extérioriser des choses, à sortir vraiment ce que j'ai envie de sortir. Que tu te mettes une étiquette d'hypersensible ou pas, je pense que nous, les humains et les humaines, nous sommes une horde de petits êtres sensibles qui avons des difficultés à exprimer nos émotions, fonctionner ensemble, accueillir les émotions des autres. Et j'espère que cette vidéo t'aura été d'utilité pour comprendre peut-être certaines choses en toi, des petits trucs que tu as envie de travailler, peut-être d'exprimer, de coucher sur le papier. J'espère que tu vas bien, chouchoute-toi bien et je te dis à la prochaine.